Bonsoir à tous, je suis Emmanuelle Bastide, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette conférence, ou plutôt de laisser la parole à nos intervenants et puis bien sûr à vous dans le public, parce que vous le savez, c'est vraiment un rendez-vous interactif. N'oubliez pas de basculer les téléphones portables en mode silencieux. Et donc, en gros, on va laisser la parole à nos intervenants pendant 1 heure et ensuite discussion avec vous dans le public, vos réactions, vos questions, etc. Et dialogue pendant toute la deuxième moitié de la conférence, si cela vous convient. Donc surtout, n'oubliez pas de prendre des notes pour bien angler vos interventions et de les préparer. Et puis, ça, c'était pour les petits détails techniques. Vous savez également que la conférence est live tweetée, donc vous pouvez aller sur Twitter, #ID4DLT. La conférence est filmée également, retransmise sur le blog ID4D, de l'AFD donc. Et vous aurez d'ici quelques semaines une synthèse à votre disposition également, surtout si vous êtes sur le blog. Vous la recevrez et elle sera donc mise en forme d'ici quelques semaines. Voilà pour les informations techniques. Vous le savez aussi, jeudi prochain, ça sera la journée mondiale des toilettes. Qui est instaurée maintenant depuis 2013. Je ne sais pas quel écho elle aura dans cette triste actualité. C'était en tout cas encore un sujet assez trivial pour le grand public. Alors c'est vrai que les Nations Unies ont mis un éclairage sur le sujet, parce qu'en réalité, vous le savez, c'est vraiment un enjeu de santé publique qui n'est pas encore vraiment traité à sa juste mesure. On a grosso modo 2,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès à des installations sanitaires de base, c'est-à-dire en gros un humain sur 3, avec des conséquences dramatiques sur bien sûr la santé, mais aussi la dignité humaine tout simplement, la sécurité, notamment je pense aux femmes, aux petites filles dans les écoles, l'environnement aussi, le développement économique et social. Ça a des incidences sur de nombreux secteurs de la vie des populations. L'OMD assainissement n'a pas été atteint en 2015, contrairement à celui sur l'eau qui a été atteint en 2012, parce que peut-être aussi les attentes étaient formulées très clairement et le sujet apparaissait plus urgent. Sur le terrain, en tout cas, le sujet n'est pas traité dans sa globalité, à savoir nutrition et assainissement, ou assainissement et nutrition. Alors, pour quelles raisons? Ça va être justement l'occasion d'en discuter, d'en débattre ensemble. Faut-il lier l'assainissement et la nutrition dans les actions de développement? Si oui, pourquoi? De quelle manière? Etc. Voilà. Je vous présente nos intervenants. Vous avez tout d'abord Jean Lapègue au bout, qui est référent secteur eau, assainissement, hygiène à la direction scientifique et technique d'Action contre la faim. Cacilde Brenière, donc chef de la division eau et assainissement à l'AFD. Je vous présente également Madame Joséphine Ouédraogo. Je vais peut-être me mettre en face de vous, Madame Ouédraogo, pour que vous puissiez me voir. Où est la caméra? Oui, voilà. Est-ce que, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous nous entendez, Madame Ouédraogo? Alors, est-ce que Madame Ouédraogo nous entend? Oui? Je vous entends très bien. D'accord. Alors, je vais donc vous présenter au public. Vous êtes directrice générale de l'assainissement des eaux usées du Burkina Faso. Vous êtes donc en direct avec nous à Ouagadougou. On est ravis de vous accueillir à Paris par le biais de cette visioconférence. Vous nous entendez bien? Moi aussi, je suis ravi de participer. Je vous entends très bien. Vous ne m'entendez pas? Si, je crois qu'on vous entend. On va peut-être essayer de monter un petit peu le son, si c'est possible, quand vous prendrez la parole tout à l'heure. Donc chacun va s'exprimer à son tour, avec bien sûr un timing pour pouvoir vraiment laisser la parole ensuite à la salle. Je vous demanderai de ne pas dépasser la dizaine de minutes. Et également pour vous, Madame Ouédraogo, à Ouagadougou. Est-ce que vous avez prévu une petite montre, un petit téléphone portable à côté? Un
Bon, j'ai un téléphone portable, sinon en tout cas, je suis à l'AFD, ça marche bien. À l'AFD de Ouaga, je vous suis, ça marche bien. Mais si vous ne m'entendez pas, je peux prendre mon téléphone aussi. Non, là c'est bon, je pense qu'on vous entend. Est-ce qu'au fond, vous entendez suffisamment Madame Ouedraogo ? Oui. Bon, très bien. Alors, après ces petits réglages, donc, je passe la parole à Jean Lapègue d'Action contre la faim sur le lien assainissement-nutrition. Pardon, je ne vous ai pas présenté, monsieur, tout à fait. Comme j'étais préoccupée par le problème du son avec la liaison, la visioconférence. Toutes mes excuses, Frédéric Nollet. Vous êtes chargé du programme Eau potable et assainissement au GRET. Et le GRET est une ONG qui accompagne des projets de développement et agit en même temps sur le terrain politique avec du conseil et de la recherche. Vous êtes à la fois donc dans l'action et dans la recherche. Et vous aurez la parole pour boucler un peu d'ailleurs toutes ces interventions, faire une forme de synthèse et apporter bien sûr l'éclairage du GRET. Voilà. Jean Lapègue, je vous laisse la parole pour Action contre la faim. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend ? D'accord. Donc je travaille à Action contre la faim. Il s'agit d'une organisation humanitaire. Nous travaillons dans 49 pays. Et nous travaillons sur différents secteurs, le secteur nutritionnel évidemment, en thérapeutique, mais également tous les secteurs qui sont en prévention de la malnutrition, de la sous-nutrition, la sécurité alimentaire, les pratiques de soins, l'eau, assainissement, hygiène. Il est intéressant de voir que sur l'ensemble de nos projets, nous apportons de l'eau à 7 millions de personnes par an. Vous avez 34% de nos projets qui sont intégrés entre l'eau et la nutrition. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir un petit peu quelles sont les interactions entre ces deux secteurs et pourquoi on ne peut pas aborder d'un point de vue curatif et préventif la sous-nutrition sans envisager le secteur de l'eau et de l'assainissement, et en particulier le sous-secteur de l'assainissement. Comme nous le disions, nous sommes à 2 jours de la Journée mondiale des toilettes, donc c'est un excellent ancrage en termes de plaidoyer pour porter la place de l'assainissement dans le secteur du développement. On est aujourd'hui devant un paradigme en termes de perception de la sous-nutrition. On a eu pendant très longtemps une approche très portée sur la sécurité alimentaire. Nutrition, c'est la réponse aux crises nutritionnelles, c'était une réponse en termes d'aide alimentaire, d'assistance alimentaire. Et grâce aux études qui ont commencé vraiment sérieusement en 2006 et en 2008, en particulier avec Chuck Ley, on a pris conscience que la prévention de la sous-nutrition ne se contentait pas d'une réponse alimentaire, mais devait également intégrer des réponses épidémiologiques et des réponses de santé publique. Un point important à clarifier, puisque je ne sais pas si vous êtes tous des nutritionnistes, on parle de 2 choses différentes quand on parle de la faim. La faim, c'est une condition qui touche une personne sur 6 sur la planète, qui sévit dans 36 pays actuellement. Et il faut bien différencier, disons, le problème de la faim du problème de la malnutrition. Quand on parle de malnutrition, on parle d'une maladie qui a 5 composantes, et nous ne parlerons aujourd'hui que de 2 de ces composantes, qui sont la sous-nutrition aiguë et la sous-nutrition chronique. La sous-nutrition est une maladie mortelle. C'est une maladie qui est à l'origine de 45% des décès de moins de 5 ans, d'après les chiffres de l'OMS 2014. Donc c'est une maladie à prendre extrêmement au sérieux. Ce qui est un petit peu troublant quand on regarde la répartition de la mortalité infantile de l'OMS, c'est qu'on voit des grands blocs. Par exemple, toute la partie néonatale, c'est-à-dire la mortalité qui intervient entre 0 et 27 jours, qui représente 50% des enfants. Ensuite, on voit les 30% d'enfants qui décèdent de maladies hydriques. Et puis ensuite, vous avez tout un tas de maladies qui correspondent au sida et à toutes les maladies infantiles. Et là, on cherche la sous-nutrition. Et en fait, on ne la voit pas. Et si on ne la voit pas, c'est qu'elle est complètement intégrée avec d'autres maladies. Donc ce n'est pas une maladie à part entière, c'est une maladie combinée, et c'est une maladie qui va justement, d'une manière extrêmement perverse, utiliser d'autres maladies. Il y a une image de la malnutrition, de la sous-nutrition que nous connaissons tous. C'est l'image emblématique qu'on a connue au Bangladesh, par exemple, avec des enfants extrêmement amaigris. Et c'est ce qu'on appelle la sous-nutrition aiguë. La sous-nutrition aiguë, c'est une sous-nutrition qui correspond en fait à une rupture brutale
en termes d'alimentation, qui correspond aussi à des pratiques de nutrition inappropriées et qui correspondent également à des problèmes d'infection et essentiellement d'infection diarrhéique. Cette sous-nutrition aiguë, elle tue 1,5 million d'enfants tous les ans. Les symptômes, c'est essentiellement le marasme c'est l'image quand on pense à un enfant sous-nutri, c'est cette fonte de la masse musculaire. Il y a également un autre symptôme qui est le kwashiorkor, où au contraire l'enfant va gonfler, il y a la balance ionique en termes, dans le corps de l'enfant va être perturbée, on va avoir des enfants avec des œdèmes bilatéraux. Et puis dans tous les cas, il y a un gros problème immunitaire. Un enfant souffrant de malnutrition aiguë, c'est un enfant qui perd son immunité et qui devient extrêmement fragile vis-à-vis de l'infection. Il y a une autre forme de sous-nutrition qui est la sous-nutrition chronique, qui elle, au contraire, est une sous-nutrition de carence, une sous-nutrition de long terme et qui va évidemment appeler des stratégies de long terme. Cette sous-nutrition chronique, elle peut provenir de différentes causes. Une des causes, c'est une alimentation monotone. Une autre cause, c'est une accumulation d'épisodes de sous-nutrition aiguë. Et puis une autre cause, c'est des problèmes infectieux qui sont souvent des problèmes liés à l'assainissement. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Il faut savoir que ces deux sous-nutritions, qui sont extrêmement tueuses, 2 millions pour la sous-nutrition chronique, 1,5 million pour la sous-nutrition aiguë, c'est deux causes qui sont superposées. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui souffrent simultanément des deux sous-nutritions. Et c'est une superposition très forte. Au Burkina Faso, par exemple, quand on travaille sur les enfants qui souffrent de sous-nutrition aiguë sévère, 70% d'entre eux sont également affectés par des carences chroniques. Il faut savoir aussi que la sous-nutrition chronique est une sous-nutrition sur laquelle on a une prise, on progresse. Et c'est peut-être toutes ces stratégies d'assistance alimentaire des 30 dernières années qui ont réussi à réduire ce phénomène-là. Par contre, la sous-nutrition aiguë stagne depuis 30 ans à un taux de prévalence de 10%. C'est-à-dire que tous les acteurs humanitaires, Nations Unies, ministère de la Santé réunis, n'ont jamais réussi à faire réduire ce matelas, disons, de 10% de prévalence. Pour en terminer avec la sous-nutrition et pour explorer les relations avec l'assainissement, la sous-nutrition, c'est une maladie extrêmement perverse. C'est une des rares maladies, en effet, qui commence avant même que vous soyez né. Quand vous avez des phénomènes de sous-nutrition intra-utérine, c'est-à-dire qu'une maman qui elle-même souffre de sous-nutrition va développer un enfant qui déjà souffre de sous-nutrition dans l'utérus de la maman. Et globalement, quand on commence à se pencher sur la prévention de la sous-nutrition, il faut aborder ça également, non pas seulement du point de vue de l'enfant ou de la personne, mais il faut également envisager de travailler sur la maman. On parle souvent d'une fenêtre d'opportunité de 1000 jours. C'est-à-dire que quand vous regardez la durée de vie d'une personne qui commence moins 9 mois avant sa naissance, et quand vous allez jusqu'à 2 ans, vous avez une tranche de 1000 jours, et c'est cette tranche-là qu'il va falloir utiliser pour traiter et pour prévenir efficacement la sous-nutrition. Si on rate cette fenêtre d'opportunité, ensuite on n'arrivera pas à récupérer la santé de la personne. En effet, même si la plupart même si les pics de sous-nutrition sont finalement essentiellement concentrés entre 0 et 2 ans, une personne qui a souffert de sous-nutrition dans sa jeunesse va développer ensuite des pathologies dans son âge adulte. Pathologie de la vision, problèmes de diabète, problèmes d'arrêt cardiaque, etc. Donc, vous voyez la perversion de cette maladie. Enfin, un point important à garder en tête, c'est la saisonnalité de la sous-nutrition. La sous-nutrition, ce n'est pas une maladie qui est homogène, mais c'est une maladie qui est extrêmement contextuelle, qui va dépendre du contexte, en particulier de l'environnement sanitaire, et puis également de l'accès à la nourriture. Et globalement, on ne peut pas soigner d'une manière homogène ou prévenir d'une manière homogène la sous-nutrition. Nous allons maintenant rentrer dans le cœur de notre sujet, c'est-à-dire comment est-ce que cette maladie absolument critique qui est la sous-nutrition est combinée au problème de l'infection. Et comment donc on va répondre d'une manière efficace à ce problème. Quand on aborde la sous-nutrition, on est devant un cercle vicieux dans lequel une personne qui souffre de sous-nutrition, c'est une personne qui perd son immunité. Et c'est une personne pour laquelle les membranes, en particulier la membrane de l'intestin grêle, vont se fragiliser.
Donc en fait, c'est une personne qui devient extrêmement sensible aux infections et qui va basculer dans toutes les infections qui passent, en particulier les infections hydriques. De la même manière, pour fermer le cercle, une personne qui souffre d'infections, par exemple diarrhéiques, va perdre l'appétit, va se déshydrater et va faire ce qu'on appelle du catabolisme, c'est-à-dire que tous les nutriments vont passer dans les selles. Donc en fait, c'est ce cercle vicieux qu'il va falloir briser, et ce cercle vicieux, il est extrêmement, vous voyez qu'il associe extrêmement l'environnement sanitaire avec les symptômes nutritionnels. Je vous parlais de cette fenêtre d'opportunité entre 0, ou entre moins 9 mois et 2 ans. Curieusement, et d'une manière extrêmement forte, les pics diarrhéiques dans la vie d'une personne sont entre 0 et 2 ans. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur la diarrhée, on travaille essentiellement entre 0 et 2 ans. Donc vous voyez, il y a une sorte de superposition des deux maladies, d'association des deux maladies qui est absolument inéluctable. Cette association, en fait, d'un point de vue épidémiologique, elle a 3 formes. Vous avez vous avez en gros 3 vecteurs qui vont connecter les infections hydriques avec la sous-nutrition. Le premier, c'est la diarrhée, donc, que tout le monde connaît, et qui est en fait extrêmement connecté avec la qualité de l'eau et l'hygiène. Donc les problèmes diarrhéiques sont des problèmes essentiellement de qualité d'eau et d'hygiène. La diarrhée, et là je parle avec beaucoup de guillemets parce qu'il y a de la recherche en cours là-dessus, la diarrhée est associée essentiellement à des problèmes de sous-nutrition aiguë, c'est-à-dire de sous-nutrition de court terme. Le deuxième vecteur entre l'infection et la sous-nutrition, c'est les vers intestinaux. Il y a 3 types de vers intestinaux. Le plus connu, c'est les ascaris, qui encombrent en fait la lumière intestinale et qui provoquent de la malabsorption. Vous avez également d'autres types de vers qui vont entraîner soit des écoulements sanguins, par exemple ankylostome, ou alors des dysenteries comme les trichuriasis. Mais donc vous avez le problème des vers intestinaux. Et le problème des vers intestinaux, il est à la fois associé à la sous-nutrition chronique de long terme, de carence, et à la sous-nutrition aiguë. Et puis enfin, vous avez une nouvelle voie qui a été mise en évidence il y a très peu d'années, il y a très peu de temps au Zimbabwe, et qui est le Environmental Enteric Dysfunction, donc la dysfonction entérique environnementale, et qui est en fait une dégradation de la membrane interne de l'intestin grêle, qui va réduire l'absorption et qui est associée à la sous-nutrition chronique. Devant ces voies de passage, quelle est la stratégie opérationnelle à adopter ? On a usage de dire que pour avoir une action efficace sur la sous-nutrition, il faut combiner une prévention multisectorielle et un traitement à l'échelle. La prévention multisectorielle, ça veut dire que quand vous voulez contrôler un problème nutritionnel, il faut impérativement passer par une approche eau, assainissement, hygiène, une approche sécurité alimentaire, une approche en pratique de soins, c'est-à-dire comment la maman va s'occuper, va stimuler l'enfant, va le nourrir, et une approche sécurité alimentaire. Donc vous avez cette espèce de combinaison multisectorielle qui est une combinaison préventive. Pour le traitement, il faut un traitement évidemment à l'échelle. Et ce traitement à l'échelle, il a fait d'énormes progrès récemment, soit à travers les approches communautaires comme le CIMAM, donc l'approche communautaire de la gestion de la malnutrition aiguë, ou alors avec des produits comme les produits prêts à l'emploi, les fameux RUTF, qui permettent d'intervenir rapidement sur des sous-nutritions aiguës. On a usage de parler de sécurité nutritionnelle. En gros, si vous voulez, pour faire très simple, un enfant en bonne santé, c'est un enfant qui bénéficie de 4 avantages. Premier avantage, une alimentation correcte en quantité et en qualité. Ça, c'est la sécurité nutritionnelle. Deuxième avantage, des bonnes pratiques de soins, c'est-à-dire des bonnes relations entre la mère et l'enfant, une stimulation correcte et des pratiques d'alimentation, ça peut être de l'allaitement maternel correct. Troisièmement, la sécurité sanitaire. Vous avez vu en début de présentation, je vous ai dit que la moitié des enfants décédaient avant 27 jours. Et ils décèdent souvent d'un manque d'accès à des centres hospitaliers. Donc avoir de la santé primaire sur les zones d'intervention, c'est fondamental, ce qu'on appelle la sécurité sanitaire. Et enfin, le dernier point, c'est l'environnement sanitaire. Il faut s'assurer que l'environnement sanitaire d'une personne va permettre de prévenir la sous-nutrition. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ?
Eh bien, très concrètement, ça veut dire que quand vous travaillez au niveau communautaire sur une zone dans laquelle vous avez un problème de sous-nutrition, vous allez décliner différentes stratégies. Vous allez décliner des stratégies globales. Par exemple, on a une stratégie qui s'appelle la stratégie Wash in Nut, donc eau dans la nutrition, et qui va travailler beaucoup sur l'intégration des secteurs. Vous allez avoir des stratégies techniques. Par exemple, on sait qu'il y a des actions qui fonctionnent bien et qu'il faut utiliser. Un des gros avantages qu'on a, c'est que prévenir la sous-nutrition, ce n'est pas inventer une nouvelle approche en eau et assainissement. C'est faire la même chose, les choses que nous savons faire en eau et assainissement, mais le faire d'une manière très spécifique. Par exemple, quand vous travaillez sur des zones nutritionnelles où il y a une forte prévalence nutritionnelle, vous allez vous concentrer sur le containement des excréments, des êtres humains, mais aussi des animaux. Parce qu'en fait, les excréments des animaux, par exemple l'excrément du poulet, sont des vecteurs pour l'environmental enteric dysfunction. On va travailler également sur l'hygiène alimentaire et l'hygiène donc de la nourriture. Et puis, on va travailler sur l'hygiène, non pas seulement l'hygiène de la personne, mais l'hygiène de la maison, l'hygiène du milieu, l'hygiène des aires de jeu des enfants, etc. Voilà, donc ça, c'est des recommandations, j'allais dire, techniques, pratiques pour prévenir la sous-nutrition. Je vais en terminer en disant qu'aujourd'hui, on bénéficie d'une vague, comme dans un surf, favorable pour faire monter le secteur eau, assainissement, hygiène en prévention de la sous-nutrition. Il y a une vraie volonté. Par exemple, demain, je vais à New York pour être présent aux Nations Unies sur le lancement officiel de la Journée mondiale des toilettes. Et je vais intervenir justement pour montrer quelle est la place du secteur assainissement dans la prévention de la sous-nutrition. Donc il y a une vraie ouverture aujourd'hui et il y a des campagnes en cours. Donc vous avez une campagne qui d'ailleurs anime ou contribue à cette conférence qui est la campagne Génération Nutrition qui est ici. Et campagne qui met en avant des bonnes pratiques. Donc vous aurez voilà ici une autre bonne pratique qu'on a développée au Burkina Faso. Vous aurez accès à ces documents si vous le souhaitez à la fin de la conférence. Mais globalement, le mot de la fin pour moi, parce que je m'étends un petit peu, c'est on n'est pas du tout démunis devant le problème. On a des volontés politiques de plus en plus affirmées. Techniquement, on sait comment faire. Et puis, on a le secteur de la recherche qui progresse. Par exemple, on a parlé du fameux EED, de cette Environmental Enteropathie. C'est un problème médical qui a été identifié récemment et sur lequel la recherche progresse. Il y a des recherches sur lesquelles on a encore énormément de travail et Action contre la faim travaille dessus. C'est par exemple comment est-ce qu'on connecte les interventions au assainissement hygiène et la réduction, le traitement de la sous-nutrition aiguë. Ça, on ne sait pas. On connaît sur la sous-nutrition chronique parce que c'est des pas de temps relativement longs, mais sur des pas de temps relativement courts, la recherche piétine. Donc, je serais plutôt positif. Je pense que les partenaires aussi, comme l'AFD par exemple, ont une conscience forte maintenant de cette composante absolument indispensable si on veut prévenir la sous-nutrition, qui est la composante sanitaire. Merci. Merci Jean Lapègue. La parole est à l'AFD, Cacilde Brenière, donc sur le lien assainissement et nutrition. Bonjour, donc merci d'abord Jean de tous ces éclairages. Donc effectivement, nous à l'AFD, donc moi je suis responsable de l'eau et l'assainissement, donc je vais vous parler plus sous l'angle eau assainissement qui est un petit peu complémentaire et différent en même temps de celui qui a été présenté. Pour dire que bien sûr, nous on est effectivement complètement d'accord et avec les collègues, je vois les collègues de la santé de l'AFD qui sont là aussi dans la salle, on considère que c'est extrêmement important la contribution de l'environnement pour la santé, le lien eau et assainissement en particulier et nutrition. Et d'ailleurs, je peux citer un exemple qui est peut-être plus sur l'eau, mais enfin c'est aussi en lien avec les maladies diarrhéiques. On a un projet en République démocratique du Congo dans la zone du Kivu à Uvira où on a vraiment travaillé. Donc c'est une zone de rémanence du choléra et donc des maladies diarrhéiques de façon assez élevée.
santé. Et on a travaillé à l'évaluation assez concrète et pratique et même scientifique de ces impacts des projets d'eau et de l'alimentation en eau sur la diarrhée et le choléra chez les enfants. Avec la London School of Hygiene, il y a même une thèse qui est en cours sur le sujet et qui montre très clairement, et on a des premiers résultats qui sont assez impressionnants, le lien même temporel très direct entre le nombre de cas de choléra dans la ville et dans les centres de santé qui est répertorié avec précision et les défaillances du système d'alimentation en eau, et en particulier à cause du fait que c'est une zone où l'énergie n'est pas très fiable. Et donc la station de traitement, à des moments, elle marche, et là, on voit les cas de choléra qui baissent, et à des moments, elle tombe en panne, et là, on a les cas de choléra qui augmentent de façon très importante, voire qui se dupliquent et qui vont dans les autres pays, dans les autres villes autour. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on partage sur le lien et sur le diagnostic. Alors, malgré ça, comme vous le disiez, Emmanuel Bastide, au début, donc nous on va... Malgré ça, donc il y avait un objectif du millénaire pour le développement sur l'assainissement et qui avait été fixé un peu après d'ailleurs celui de l'eau, ce qui est intéressant. Et aujourd'hui, c'est un des objectifs qui n'est pas atteint et qui ne sera pas atteint. Et donc en 2015, on peut quand même faire le constat d'un échec par rapport à nos ambitions. Et donc c'est intéressant. Alors que celui de l'eau est atteint dès 2012, celui de l'assainissement ne sera pas atteint. Et donc il va être reconduit avec plus d'ambition. Mais on peut légitimement se demander en fait pourquoi, alors qu'on est bien conscient de tous ces impacts santé, de l'importance encore plus grande que peut avoir l'assainissement par rapport à la santé, aux maladies diarrhéiques, à la nutrition, pourquoi on n'arrive pas à l'atteindre. Et nous, un des diagnostics qu'on en fait, c'est que, effectivement, comme vous le disiez, il y a une plus faible demande des populations. Il y a aussi un secteur qui est beaucoup plus morcelé en général, en particulier dans les pays en Afrique où il y a une forte prévalence justement des problèmes de nutrition, où on va se retrouver en fait avec des latrines et puis alors des vidangeurs qui sont plus ou moins, des latrines qui ne sont pas conformes ou pas de latrines ou de la défécation en plein air, même des vidangeurs de latrines qui vont être pas forcément, plus ou moins informels, plutôt plus que moins, ou pas contrôlés en tout cas, pas de station de dépotage, et donc un secteur très morcelé, souvent pas vraiment d'institutions en charge, peut-être parfois la collectivité, mais dans les faits, elle a assez peu d'actions ou assez peu de moyens d'action en tout cas, et peu de compétences. De la même manière, assez peu de pays où en fait on a un cadre institutionnel bien clair, comme on peut avoir sur l'eau avec une société qui va être vraiment en charge, etc., et qui va dérouler. Et nous, on pense que effectivement, il y a la question de la sensibilisation à l'hygiène que du coup on rend totalement prioritaire sur tous nos projets, et ça fait d'ailleurs partie de la stratégie eau et assainissement de l'AFD. Dès qu'on a un projet qui le nécessite, c'est-à-dire pas un projet de gestion intégrée des ressources en eau, mais dès que c'est un projet avec de l'accès à l'eau et à l'assainissement, on promeut des composantes de sensibilisation à l'hygiène, et malgré ça, donc ça suffit pas. Et donc cette question du passage à l'échelle, nous on pense que c'est vraiment important de pousser justement la création d'institutions d'assainissement de grande taille, compétentes, de les renforcer, et qu'il y a une question vraiment d'appropriation dans les pays de cadres institutionnels, de politiques publiques. Et donc, si on est tout à fait en phase avec vous sur le fait qu'il faut que la planification de cet assainissement et les politiques publiques de nutrition soient totalement interconnectées, à la fois dans la planification, dans les politiques publiques, et que les deux ministères, effectivement, voire au niveau de la collectivité, quand c'est les collectivités qui sont en charge, au niveau de l'institution désignée qui est en charge, qu'il y ait une coordination très forte. On pense que dans la mise en œuvre, après, ça nécessite pas forcément que dans chaque projet, on mette absolument de tout. C'est-à-dire que s'il doit y avoir une coordination forte au niveau des politiques publiques, ça ne veut pas dire que le ministère de l'hydraulique doit faire de la santé, le ministère de la santé de l'hydraulique, etc. Parce que ça fait quand même à un moment une confusion des genres qui peut-être empêche aussi un passage à l'échelle, parce qu'il y a quand même besoin, si on veut dérouler des stratégies qui vont permettre de rattraper les 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement, je pense qu'il y a une question d'appropriation par les pays
pays et de politique et de compétences et de création d'institutions compétentes qui est importante. Voilà, donc, et de maîtrise technique, non? Parce que là, on est sur un métier très spécifique. L'assainissement, c'est pas le même métier que la nutrition. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, alors on peut citer des exemples. Alors j'avais le cas, par exemple, du Sri Lanka où il y a un gros retard sur l'assainissement. On appuie et donc on appuie dans 3 villes le ministère. Alors c'est l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui déroule donc dans 3 villes des réseaux collectifs. Donc c'est les villes de Negombo, Gale et Kelania qui sont dans le sud-ouest, qui sont des villes de 60 000 à 80 000 habitants. Et c'est vrai que on est là dans la création d'une compétence avec des schémas directeurs qui doivent être établis, qui sont en cours d'ailleurs, la création de réseaux, de stations de traitement. Tout ça, c'est des infrastructures qui vont avoir besoin d'être gérées, exploitées. Il faut des maîtrises d'ouvrage. Et pour toucher en fait des grands nombres de projets, d'habitants dans des villes, c'est important de créer vraiment une compétence technique qui va être capable de gérer. Et effectivement, après, je pense que ça aura un impact énorme sur la sous-nutrition et la santé de façon générale, puisqu'on peut le montrer même par des évaluations ensuite. Mais dans le projet lui-même, il y a une forte composante de sensibilisation à l'hygiène, forcément, comme on fait toujours, mais on n'a pas la possibilité de travailler avec tous les ministères à la fois, et je pense que ça apporterait plus de la confusion que de la Juste une petite parenthèse, là, vous avez beaucoup insisté effectivement sur la nécessité d'institutions, d'une gouvernance autour, parce qu'effectivement, l'assainissement, c'est un métier technique et il faut que ça soit géré. Sur la demande des populations, on a dit au tout début, en fait, il n'y a pas une demande si forte que cela de la part des populations. Enfin, là, c'est très raccourci. Mais je veux dire, comment on travaille là-dessus? Quelle est la perception du côté des populations de la nécessité ou pas d'avoir accès à des installations sanitaires, à des toilettes. Si on compare par rapport à la nécessité absolue d'avoir de l'eau, d'avoir de l'alimentation, etc. C'est là que l'importance du lien nutrition et de la communication et du plaidoyer qui peut être fait, comme le fait très bien ACF, est importante, puisqu'effectivement, les populations, souvent, ne se rendent pas toujours compte du fait que c'est à cause du manque d'assainissement ou de leur pratique de défécation en plein air, etc., qu'on a des forts taux de diarrhée et de maladies. Et donc, c'est d'où les composantes, effectivement, et les actions importantes qui peuvent être faites sur la sensibilisation à l'hygiène, qui sont généralement faites, effectivement, à travers de méthodes telles que celles que tu citais, ou FAST, ou l'assainissement total piloté par la communauté, qui sont différentes méthodes de sensibilisation qu'on utilise et qu'utilisent les pays à travers des ONG également. Je vais donner la parole à Madame Joséphine Ouédraogo. Vous avez pu suivre les interventions. Vous nous entendez toujours bien, Madame Joséphine Ouédraogo? Je vous entends très bien. D'accord. Donc je reprécise que vous êtes bien directrice générale de l'assainissement des eaux usées et du Burkina Faso. Je voudrais peut-être vous poser 2 ou 3 questions, si vous le voulez bien, pour que vous puissiez réagir à ce que vous avez entendu sur le lien déjà entre assainissement et nutrition. Est-ce que ce lien-là, chez vous au Burkina, il est pertinent ? Je pense que ce lien est très pertinent, comme viennent de dire les autres. On estime que 50% de la malnutrition est associée à la diarrhée ou à des infections. Et en raison de l'eau insalubre, d'un assainissement inadéquat ou de conditions d'hygiène insuffisantes. Donc, il faut noter aussi que les interventions en matière d'eau, d'accès à l'eau potable, d'hygiène et assainissement ont une incidence de près de 45% sur la réduction de la malnutrition. Donc, par rapport à ça, même si ce lien n'est pas perçu par les populations, nous, dans nos différentes interventions, nous devons tout faire pour qu'on puisse percevoir ces liens. Il y a eu des études au niveau du Burkina Faso menées par la London School et dans une ville au niveau de Bobo Dioulasso où les femmes ont décrit 9 types de diarrhées. Et aucune de ces diarrhées n'avait de lien avec le manque d'hygiène et d'assainissement.
Donc, vous comprenez assez bien que par rapport à ça, nous avons beaucoup à faire pour sensibiliser la population et le lien avec, au niveau il y a eu des cas, des expériences au niveau du Burkina où nous avons fait la phase pilote de la stratégie WASH Unit qui a été beaucoup financée par l'UNICEF, qui a été suite à la crise alimentaire et nutritionnelle en 2012. Donc, une expérience pilote qui a intégré l'eau, l'hygiène et assainissement dans quelques formations sanitaires et la prise en charge de malnutrition aiguë des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes, comme vous venez de le dire dans le cadre de ce programme. Et je pense que on a eu, dans le cadre de ce programme, à distribuer des kits WASH à ces différentes familles, la promotion, la réalisation des latrines dans les différentes familles, hein, la sensibilisation sur le lavage des mains aux différents moments critiques. Donc ça, c'est des actions vraiment très intéressantes, très importantes pour non seulement réduire la malnutrition et accompagner la population vraiment afin qu'ils puissent changer de comportement. Surtout l'arrêt de la défécation à l'air libre, ça ce sont des actions vraiment qu'il faut mener dans ce cadre-là. Madame Ouedraogo, le fait que vous ayez au Burkina Faso une agence publique d'assainissement, en quoi cela aide la politique publique du Burkina Faso justement à faire le lien entre l'assainissement et la nutrition ? Je pense que déjà nous avons au niveau du Burkina la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excrétables qui intervient au milieu rural, et en milieu urbain nous avons l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, et qui intervient en milieu urbain. Et je pense que si nous mettons les efforts ensemble au niveau de la nutrition, nous venons de montrer que la malnutrition est beaucoup associée à la diarrhée. Et nous travaillons dans le cadre de l'assainissement, associé à l'hygiène. Je pense qu'ensemble, nous pouvons accompagner vraiment toutes ces familles à mieux comprendre la nécessité d'avoir un cadre de vie assaini, d'abandonner la défécation à l'air libre et d'utiliser des ouvrages d'assainissement adéquats et de se laver les mains au moment critique. Surtout avec tout contact avec les sels, il faut laver les mains à l'eau propre et au savon. Je pense que nous, au niveau des institutions publiques, nous élaborons les différentes politiques et stratégies. Et je pense qu'avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Action sociale, le ministère de l'Éducation, ensemble, nous pouvons essayer d'élaborer une bonne stratégie d'intervention ensemble pour voir comment nous pouvons vraiment améliorer, lutter contre la malnutrition et je dirais aussi les sous-produits de l'assainissement qui sont bien traités, utilisés, on peut les utiliser aussi dans l'agriculture pour augmenter aussi la production. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est ensemble que nous pourrons mieux coordonner la stratégie pour atteindre nos objectifs. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous manque au Burkina pour que tous les habitants aient accès à un système d'assainissement, à des latrines, hein, pour parler concrètement, à quelques mètres de leur habitation, pour pas dire dans l'habitation. Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle pour que ça soit effectué ? Donc, comme elle venait de dire, celle qui a intervenu dans le cadre de l'AFD, venait de dire que l'assainissement, pour le moment, ce n'était pas une demande assez forte au niveau des communautés. C'est un sujet qui est demeuré longtemps tabou. Si je prends depuis la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, où on a les projets assainissement qui ont été développés, ça a été l'assainissement autour des points d'eau.
et les autres sujets sont toujours demeurés tabous. Et avec les OMD, vous avez vu que l'objectif assainissement a été ajouté après. Mais maintenant, avec au niveau politique, les différents gouvernements dans nos États ont pris quand même l'engagement de faire booster l'assainissement. Et nous élaborons des stratégies comme la TPC pour sensibiliser beaucoup la population pour qu'ils puissent vraiment s'intéresser à l'assainissement. Et c'est là qu'on peut évoluer. Nous, on voit que c'est une priorité, mais pour les autres acteurs, pour la population, tant que ce n'est pas une priorité, tant qu'ils n'ont pas bien compris que l'assainissement, vraiment, c'est nécessaire pour la santé, c'est nécessaire pour la dignité et c'est nécessaire pour le bien-être, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais pour le moment, je pense que ce sont des actions qu'on continue de mener, ça continue de progresser et petit à petit, on commence à voir que les gens commencent à mieux comprendre et même au niveau politique, au niveau du Burkina, nous sommes en train d'élaborer un document post-2015, 2016, 2030, un programme national d'assainissement. Donc, que nous sommes en train de finaliser. Ça, c'est déjà un pas en avant où nous disons que la porte d'entrée, c'est l'ATPC, où nous devons amener toute la population à s'engager en même temps. Parce que l'assainissement, c'est aussi individuel et en même temps collectif en même temps. Oui. Parce que si, dans une communauté, il faut que tout le monde s'engage et tout le monde s'engage à changer de comportement en même temps. Oui. C'est ça qui peut nous amener à atteindre rapidement les objectifs. Juste une petite précision. Quand vous dites c'est tabou, vous entendez que c'est tabou ou c'est pas valorisé socialement d'avoir des sanitaires à portée de domicile? Je dirais c'est tabou parce que c'est un sujet où on n'en parlait pas. Et dans nos langues même, quand on dit je m'en vais, je pars dans les toilettes, on dit toujours je m'en vais de l'autre côté de la brousse. Oui, donc effectivement, l'image est... Je veux dire, c'est pas valorisé comme le fait d'avoir de la lumière chez soi. Hein? Voilà, c'est un sujet, on doit se cacher, on doit le faire, les autres ne doivent pas s'en rendre compte et on n'en parlait pas. Mais maintenant, on voit que de plus en plus, avec la sensibilisation, beaucoup de gens arrivent à en parler. Et c'est ça l'important. Merci beaucoup, Madame Joséphine Ouédraogo. Bien sûr, vous allez reprendre la parole parce qu'il y aura sûrement des réactions et des questions pour vous. Je vais passer maintenant la parole à Frédéric Nollet du GRET. Merci. Bonsoir. Donc, je vais m'efforcer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées par mes prédécesseurs. Mais je souhaite préciser tout de même que le GRET finalement partage ce double constat là qui vient d'être rappelé, à savoir que premièrement il existe une très forte interdépendance entre ces deux secteurs que sont la nutrition et l'assainissement, auquel il faut ajouter, on l'a vu, l'eau potable et sans doute encore bien d'autres sous-secteurs comme l'hygiène, la gestion des déchets, etc. Donc Jean l'a bien rappelé, c'est désormais bien documenté, bien prouvé. Voilà. Et en dépit, donc c'est le deuxième constat, c'est qu'en dépit finalement de ces interactions avérées entre la sous-nutrition d'un côté et environnement sanitaire dégradé de l'autre, on constate que les deux secteurs finalement dialoguent pas ou très peu, et que même s'il y a des progrès, on voit que dans les pays où nous sommes amenés à intervenir, les pouvoirs publics qui sont responsables, comme Madame, des stratégies et des politiques nationales, échangent peu, agissent selon des logiques très sectorielles. Il faut dire qu'ils ont déjà fort à faire dans leur secteur et qui ne sont pas incités finalement à se coordonner. Et au niveau des projets, donc des acteurs que nous sommes, les opérateurs de projets, ONG et les partenaires financiers, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on fonctionne encore beaucoup en silo.
et on ne veille pas toujours à rechercher synergie, cohérence et coordination. Et de ce point de vue, je veux dire, l'ONG pour laquelle je travaille, le GRET, n'est pas plus vertueuse que les autres. On mène des interventions dans le secteur des services, eau, assainissement, déchets, des interventions dans le secteur de la nutrition, avec des équipes qui sont propres, selon des approches qui sont également assez spécifiques et via des projets qui, très souvent, ce n'est pas toujours le cas, sont indépendants les uns des autres. Donc voilà, donc c'est quand même un constat qui est assez peu discutable. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a commencé à aborder Casside en essayant de comprendre pourquoi, enfin, quelles sont les raisons sous-jacentes à cette faible coordination entre ces politiques et ces projets de nutrition d'un côté et d'assainissement de l'autre. Je pense qu'au fond, ce qu'il faut bien comprendre, alors je suis désolé, je vais peut-être devenir un petit peu jargonneux, ça va vous déplaire, vous m'aviez dit, il ne faut surtout pas être jargonneux, donc je vais vraiment veiller à être très pédagogique, mais il faut bien comprendre qu'on a affaire à des objets qui sont profondément différents. L'assainissement, quand on parle d'assainissement, et c'est la même chose pour l'eau, pour la gestion des déchets, on parle souvent de services publics marchands, services essentiels marchands. En France, on parle de services publics à caractère industriel et commercial. Enfin bon, tout ça pour dire que ça repose sur de la technicité, ça repose sur des ouvrages, des technologies, des infrastructures. On dit que ce sont des secteurs qui sont hautement infrastructurels, avec une dimension marchande. Autrement dit, c'est que pour financer ces services d'assainissement, mais c'est la même chose de nouveau pour l'eau potable, pour garantir ce qu'on appelle leur viabilité économique, c'est répandu, c'est imposé même dans quasiment tous les pays du monde, le principe de la vente du service. Concrètement, il faut acheter sa latrine, faut payer sa facture d'eau, faut se brancher à un réseau d'assainissement lorsqu'il existe, ou un réseau d'eau potable, etc. Alors, pas toujours couvrir l'intégralité des coûts, mais il y a un rapport, il y a un rapport marchand entre des acteurs qui fournissent un service et ceux qui sont les usagers qui en sont bénéficiaires. Dans le domaine de la nutrition, on se situe moins dans ce domaine marchand. Et puis, c'est un domaine qui est beaucoup moins technique. Enfin, il y a de la technicité, mais c'est moins infrastructurel. Donc ça a des implications très importantes au niveau institutionnel. Alors, encore un terme jargonneux, mais ce que je veux dire par là, c'est que les acteurs qui fournissent les services d'assainissement et d'eau potable et ceux qui interviennent sur les programmes de prévention ou de lutte contre la sous-nutrition ou malnutrition ne sont pas les mêmes. Dans le domaine de l'assainissement, très fréquemment, on est amené à travailler aux côtés de communes, aux côtés de gouvernements locaux et de leurs services techniques, puisque c'est souvent, pas toujours le cas, mais c'est très très fréquemment eux qui sont les acteurs publics légitimes, qui ont reçu, on appelle ça la compétence, donc qui sont responsables de l'organisation des services d'assainissement ou d'eau potable dans leur territoire. Dans le domaine de la nutrition, ce ne sont pas les mêmes acteurs et ce ne sont pas les mêmes échelles d'intervention. On travaille plus avec les acteurs de la santé publique, les établissements de soins, les établissements de santé, etc., et beaucoup moins les communes. Donc c'est ce qui explique, ça rend difficile d'une certaine manière ce dialogue et cette intégration des deux secteurs. Je pense qu'il y a encore d'autres raisons, mais ça me semble être quelque chose de clé et qu'il ne faut pas négliger, parce que si on ne fait pas un diagnostic comme ça approfondi, on risque de se planter sur les réponses qu'on apporte. Donc justement, quelles réponses à apporter ? Je reviens à la question qui nous a été adressée. Faut-il mener des programmes ou des projets intégrés assainissement-nutrition ? Alors, la réponse du GRET serait oui, mais dans certaines conditions et en étant d'une certaine manière conscient des limites et des risques que ça peut présenter. De nouveau, Jean Lapègue a rappelé tout l'intérêt des programmes intégrés. Il a raison, le couple assainissement et nutrition, il y a un intérêt à mener des actions holistiques ou intégrées, etc. Mais cet intérêt est sans doute d'autant plus marqué qu'on se situe dans des territoires qui sont des territoires,
qui cumulent les handicaps de grande pauvreté, avec une forte prévalence en nutrition, isolée, etc. Donc dans ces contextes-là, effectivement, une réponse intégrée est sans doute pertinente pour pouvoir maximiser les impacts sur la santé des populations qui sont ciblées. Mais les limites, on les voit bien, c'est que dans ces contextes-là, c'est encore plus difficile de garantir la durabilité, ou ce qu'on appelle la pérennité aussi, alors non pas des projets ou des programmes, mais des services et des services d'assainissement. La pérennité des actions menées en termes de sensibilisation, en termes d'éducation nutritionnelle, parce que on a dans ces environnements-là des institutions, des pouvoirs publics qui sont extrêmement fragiles et peu autonomes. Bon, je donne un exemple quand même pour illustrer un petit peu ça, c'est que le GRET mène depuis presque 7 ans un programme dans le département du Sud en Haïti, un programme intégré qui comporte un volet sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle, services essentiels. Il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits pour définir des objectifs partagés, des stratégies d'intervention communes, des priorités de manière assez concertée. Bon, en dépit de tous ces efforts, il y a eu des résultats très intéressants qui ont été produits, mais faut être honnête, on est encore très loin de la durabilité, tout simplement parce qu'on a face à nous des institutions qui ont été intégrées, qui ont été associées, qui ont été vraiment au devant de l'action, qui sont peu autonomes et très fragiles. Au niveau des dérives, il faut se rappeler quelque chose. Les programmes intégrés, ça a peuplé le monde du développement dans les années 80, dans les années 90. C'était vraiment le paradigme. Il fallait mener des actions de développement local intégré, développement urbain intégré, développement territorial intégré. C'est pas quelque chose de si nouveau. Et les historiens de la coopération de développement vous diront que ça n'a pas été toujours un franc succès. Il y a eu des échecs, et notamment des dérives en termes de saupoudrage. C'est le fameux la dérive qui embrasse trop étreint mal, ou qui embrasse trop mal étreint. Merci. Donc des risques de dispersion, de saupoudrage, des risques de bureaucratisation des interventions, de standardisation excessive, et tout ça se fait au détriment effectivement de ce que tu disais, Cacile, du renforcement des acteurs, de ces acteurs publics, des institutions, au détriment parfois de l'innovation, au détriment des dynamiques locales. Donc il faut en être conscient. Alors, quelles sont les autres pistes de réflexion ou de solutions qu'on explore au niveau du GRET, et d'autres aussi alors, je vais de nouveau employer un très vilain terme. Au GRET, on essaye de susciter, attention, accrochez-vous, des fertilisations croisées. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que... Voilà, aussi, c'est un autre terme parfois qui est employé, qui est à la mode, c'est de parvenir à identifier dans chacun des secteurs, donc nutrition et assainissement, quelles sont les problématiques partagées et quelles sont donc autour de ces problématiques les innovations qui peuvent bénéficier aux uns et aux autres. Alors, je vais donner un exemple qui sera peut-être un petit peu plus parlant, de nouveau issu de notre expérience au GRET. Donc à Madagascar, nos équipes, pendant plus d'une dizaine d'années, sont intervenues en réponse à des problématiques de nutrition infantile, donc plutôt chronique, lutte contre la malnutrition infantile chronique, via des programmes de sensibilisation, mais également avec des partenaires, développement d'une farine infantile de qualité pour pouvoir compléter l'allaitement maternel à partir du 6e mois. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette action qui a été d'ailleurs soutenue par l'AFD, merci au passage, qui a été plutôt quelque chose de réussi et qui a été très documenté, capitalisé au sens d'en tirer les enseignements, le retour d'expérience en s'appuyant sur des évaluateurs, mais en s'appuyant aussi sur des chercheurs pour arriver à identifier dans quelles conditions ces réussites, d'une certaine manière, peuvent être redéployées. Et en faisant cet exercice-là, ça a permis de faire prendre conscience à la communauté de l'assainissement dont je fais partie qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes dont on pouvait tirer parti, notamment sur le marketing. J'ai une collègue spécialiste du sujet qui est là, elle pourra répondre à vos questions si vous voulez. Je
pas spécialiste du marketing, sur le marketing social, notamment pour faire évoluer les comportements, évoluer les perceptions en matière d'assainissement, et donc susciter une demande pour l'assainissement, en matière d'entrepreneuriat social, puisque voilà, cette expérience de diffusion des farines infantiles s'appuie sur une entreprise sociale, etc. Donc voilà, tous ces enseignements ont pu être redéployés dans nos actions assainissement à Madagascar, qui fait qu'aujourd'hui, à Madagascar, voilà, ils sont sur une politique assez novatrice en termes de marketing de l'assainissement. Donc voilà un exemple de fertilisation croisée qui suppose, comme je le disais, voilà, de se donner les moyens de capitaliser sur ces expériences. Je vois que l'heure tourne. On m'avait dit d'être assez succinct. Je voudrais juste évoquer une dernière petite piste qui renvoie à ce que disait Cassil précédemment sur l'intérêt de la planification. Qu'on soit acteur de la nutrition ou acteur de l'assainissement, bon, de plus en plus, et c'est très bien, avant d'engager des projets ou avant d'appuyer des politiques sectorielles, il y a du travail de diagnostic, produire un état des lieux à des échelles locales ou régionales ou nationales, etc. Bon. Nous, on essaie de passer de plus en plus à une logique de on fait un diagnostic, à une logique on accompagne un processus de planification, donc schéma directeur, eau et assainissement. Vous allez me dire, c'est exactement la même chose. C'est pas la même chose, parce que quand on parle de planification, déjà, on met au cœur de son exercice les pouvoirs publics. On essaye d'y mettre un petit peu plus de concertation et on se fixe comme objectif non seulement de produire de la connaissance, mais aussi produire de l'apprentissage et puis produire des outils d'aide à la décision. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est quelque chose qui est en train de progresser dans différents pays dans le domaine des services essentiels. Dans le domaine de la nutrition, il y a également des exercices de diagnostic qui sont menés de manière totalement déconnectée de ce qui est fait en matière d'assainissement. Et là, de nouveau, voilà, il y a des connaissances qui sont produites, qui ne sont pas partagées. Et clairement, ça entraîne des chevauchements, ça entraîne des doublons, enfin, ça entraîne de la perte en ligne. Et là, il y a clairement quelque chose, voilà, une piste qui devrait être travaillée pour faire en sorte que ces diagnostics se transforment en de vrais processus de planification multisectoriels et puissent aider les acteurs publics à piloter leurs projets et leurs politiques. Je vais peut-être m'arrêter là pour laisser, comme vous m'avez dit. On va faire un tour de salle pour prendre déjà peut-être vos réactions, en prendre plusieurs d'affilée. Et puis ensuite, on va organiser le dialogue avec nos intervenants. Qui souhaite prendre la parole ?